France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24. Je vous propose tout de suite de revoir notre grand débat consacré à l'Europe concrète qui parle aux Européens. Quel investissement de l'Union européenne dans ses citoyens? Nous allons tout de suite en débattre en compagnie de Clément Beaune, le commissaire au plan, mais aussi d'Audrey Pulvar, l'adjointe au maire de Paris en charge de l'Europe, de Dario Nardella, ancien maire de Florence et député européen pour les socialistes, ou encore de Stéphanie Yoncourtin, eurodéputée Renew française. Ça fait toujours plaisir, même quand l'actualité est difficile, de pouvoir parler, échanger sur l'Europe et puis entendre des questions ou des critiques sur le projet européen, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un projet démocratique, donc il n'y a pas une seule vision de l'Europe. Il y a ici des groupes politiques, des forces politiques différentes qui sont représentées. Dans la salle, vous avez des opinions différentes et peut-être des rapports différents à l'Europe. Et l'Europe, ce n'est pas une sorte de religion, de lubie, c'est un projet qui est quand même, il faut le rappeler puisqu'on est le 9 mai, c'est effectivement le 76e anniversaire de la déclaration qu'a tout lancé, à quelques mètres d'ici au Quai d'Orsay, avec un ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman. Il faut avoir en tête que c'est un projet jeune, malgré tout. 76 ans pour un projet politique, c'est très jeune. Ça n'excuse pas tout ce qui ne va pas. On va en parler dans le projet européen. C'était un projet politique de dire on va mettre en commun des choses qui vont nous faire réfléchir différemment. Et je revendique que depuis le premier jour, l'Europe est donc proche des citoyens. Alors je sais, ça fait déconnecter quand on dit ça. Mais avoir essayé d'empêcher la guerre, pardon, mais pour les générations qui nous ont précédés, il n'y a pas si longtemps, c'est très concret. Il n'y a pas beaucoup de sujets qui sont plus vie quotidienne, pour le dire un peu trivialement, que la guerre. Il suffit à 1500 km d'ici, et beaucoup d'entre nous l'ont fait, de discuter ou d'être allé, comme j'ai pu le faire en Ukraine, pour voir que ce n'est pas ni de la science-fiction, ni des manuels d'histoire. Et les Ukrainiens, en même temps qu'ils se battaient pour éviter l'invasion russe dès le printemps 2022, ils ont déposé leur candidature dans l'Union européenne. Donc tous celles et ceux qui vous disent c'est compliqué, c'est technocratique, etc., il y a des pays, des peuples qui rêvent de rentrer dans l'Union européenne parce qu'ils pensent, et ils ont raison, que ça les protège. On regarde beaucoup, c'est vrai, nous les Européens, en direction de l'Amérique de Donald Trump ou de la Russie de Vladimir Poutine, ça ne nous donne pas vraiment envie d'ailleurs. La question centrale, c'est finalement, est-ce qu'on vivrait mieux toutes les crises qui nous traversent, toutes les crises extérieures géopolitiques aussi, sans être dans l'Union européenne à 27 ? Je crois que justement, toutes ces crises nous démontrent que on est dans un îlot de stabilité, un havre de stabilité très fragile. Cette solidarité de fait, je pense qu'on l'a vu déjà, face aux détracteurs qui nous disent l'Europe, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, il vaut mieux revenir à des nations souveraines. On l'a vu parce que depuis lors, depuis la Deuxième Guerre mondiale, moi je suis née à quelques kilomètres des plages du débarquement, et l'Europe pour moi c'est à la fois une chance et une évidence. Eh bien, on se rend compte que depuis lors, il n'y a pas eu de guerre. Il y a une guerre aux portes de l'Europe. Mais depuis que l'Union européenne existe, aussi imparfaite qu'elle puisse être, aussi bureaucratique, eh bien, en fait, on se rend compte que c'est devenu un ensemble très attractif pour énormément de pays autour de nous. D'ailleurs, vous voyez l'Ukraine, pourquoi elle se bat? Pour les valeurs, pour ces mêmes valeurs qui sont celles pour lesquelles nous, justement, nous avons décidé d'être ensemble, unis dans la diversité, tous différents que l'on est. Et bien évidemment, les Britanniques, et on doit le respecter, avaient massivement voté pour quitter l'Union européenne. Pas très massivement, c'était à 2 points près. Oui, mais bon, ça l'avait majoritairement emporté. Eh bien, on voit que maintenant, il y a quand même quelques regrets. Le Royaume-Uni va réintégrer Erasmus. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement énormément de choses, et que je crois que l'Europe qui est dans notre quotidien et qui d'abord protège et qu'on s'efforce de travailler en ce sens, eh bien elle est très forte parce que c'est 450 millions d'habitants, 450 millions de consommateurs. Alors, Monsieur Nardella, est-ce que l'Union européenne a encore les moyens de garantir, et je vais prendre une petite expression italienne, la dolce vita, une dolce vita à ses citoyens? Oui, bien sûr. Je suis italien, mais je me sens aussi européenne. C'est pour ça que quand je suis ici à Paris, ou à Barcelone, ou à Budapest, je me sens à la maison. Et ce n'est pas automatique. Nous avons un projet qui est un projet de paix.
le défi européen aujourd'hui n'est pas seulement d'investir plus pour avoir un autre niveau de welfare, de bien-être, mais c'est de faire sentir les citoyens européens que l'Europe protège leur vie quotidienne. Mais je ne parle seulement d'une protection, sécurité militaire. Bien sûr, on peut parler de ça, mais la chose plus importante, c'est la protection sociale, c'est la protection économique, c'est la protection connectée à l'éducation, à la culture, à l'intégration. C'est pour ça que nous devons travailler pour avoir un budget plus important, plus fort, parce que nous pensons que le budget européen est très grand, non? C'est presque 10 milliards d'euros. Mais c'est seulement 1% de chaque PIB. État national. Alors je demande, est-ce que chaque État européen peut donner quelque chose en plus pour garantir un niveau qui est le même niveau pour tous les travailleurs et pour tous les citoyens européens? Quand j'ai été maire, par exemple, à Florence, j'ai dû faire face à des crises industrielles. Beaucoup des entreprises ont décidé de se fermer, de se transférer dans un autre pays. Mais n'est pas en Chine, n'est pas en Sud-Amérique, mais dans un autre pays européen, dans la République tchèque ou dans la Roumanie. Et pourquoi? Parce que les salaires là sont beaucoup plus bas qu'en Italie et en France. Ce n'est pas ça le modèle et l'idée d'une Europe juste. Donc nous avons besoin d'une Europe où tous les citoyens, de la Roumanie à la France, dans le Portugal à l'Italie, se sentent à la maison avec les mêmes droits, les mêmes opportunités. Alors Audrey Pulvar, à quoi sert l'Europe? Quels projets ont pu être mis sur les rails à Paris, en particulier grâce à elle? L'Union européenne, elle intervient dans énormément de compartiments de nos vies, et évidemment dans une ville comme Paris, l'Union européenne, elle nous aide à rendre la Seine plus baignable, par exemple. C'est un vrai enjeu d'adaptation, d'adaptabilité de la ville aux enjeux du réchauffement climatique et de justice sociale, parce que tout le monde n'aura pas les moyens, quand il y a des vagues de chaleur, de quitter la ville, d'aller dans une maison de campagne ou de se mettre à l'abri de la chaleur et d'avoir une Seine baignable. Ça fait partie des outils d'adaptabilité d'une ville comme Paris aux effets du réchauffement climatique. L'Europe, c'est effectivement de l'intervention sur la capacité de la ville à améliorer les mobilités, les transports en commun. L'Europe, elle est vraiment partout dans nos vies. Mais je veux parler d'un aspect très particulier, très précis, c'est celui de la norme. On fustige souvent l'Union européenne comme étant une machine à normes qui nous casse les pieds, qui nous empêche de fonctionner en rond. C'est l'inverse, hein. La norme, c'est ce qui nous protège. La norme, c'est ce qui protège la citoyenne et le citoyen en Europe. La norme, c'est ce qui fait que quand dans n'importe quel pays de l'Union européenne, vous ouvrez le robinet ou vous allez acheter des légumes sur le marché, etc., vous savez qu'un certain nombre, alors peut-être pas assez, mais qu'un certain nombre de normes de santé publique sont respectées et que dans votre vie quotidienne, la norme vous aide et vous protège. On va en parler tout à l'heure. Le budget européen, il se projette toujours sur 7 ans pour avoir de la prévisibilité. Mais est-ce qu'il est assez agile finalement pour répondre aux crises? Là, on voit, on est touché au portefeuille, on est touché à la pompe, etc. Et aux besoins très concrets des citoyens justement impactés par ces crises. Il ne faut pas oublier qu'il y a un budget européen qui va être négocié, qui est en train d'être négocié, plutôt entre les États membres à court terme et puis ensuite au Parlement européen dans les tout prochains mois. Et vous avez raison, c'est quand même un point qu'il faut souligner. On dit souvent l'Europe, c'est pas clair, l'Europe c'est loin. Un, c'est très concret le budget européen. Et deux, il a quand même une grande vertu ce budget européen, c'est que justement, on le négocie un peu longtemps, mais il est là pour 7 ans. Effectivement, c'est un peu ma fonction, donc je prêche pour ma paroisse si je puis dire aujourd'hui, mais je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de vision, de temps long pour les grandes transformations au-delà des crises, et qu'on n'en a jamais eu aussi peu dans le débat public et dans l'action publique. L'Europe a ses défauts, encore une fois, je viendrai sur 2-3 points, parce qu'il ne faut pas qu'on soit que en train de dire c'est formidable, il faut qu'on change des choses. Mais le budget européen, il a cette vertu-là d'apporter des garanties. J'insiste sur un point parce qu'on oppose l'argent qui finance un bâtiment public, un mode de transport ou une exploitation agricole, et puis les normes qui seraient le défaut de l'Europe en quelque sorte, le péché mignon, et puis le défaut, les normes tatillonnes. Bon, les normes, c'est effectivement, après on discute norme par norme, mais utile.
nos concurrents chinois dans le monde sont devenus les champions de ce qu'on appelle la normalisation ou la standardisation. Ils imposent sur un téléphone, sur une voiture, leurs normes techniques. Et si l'Europe ne fait plus ça, en commun, parce qu'on a une puissance d'action à 27 pays, 450 millions de citoyens, on perd aussi de l'effet qui ensuite se retrouve dans nos vies quotidiennes. Il y avait une question du monsieur là. Je représente une association européenne de défense de la souveraineté technologique et informationnelle. Sans rentrer effectivement dans le boycott et le protectionnisme, comment rendre 450 millions de consommateurs européens responsables ? C'est après la pandémie que nous avons décidé de faire des achats communs du vaccin. Nous avons compris que les États seuls sont beaucoup plus faibles. C'est pour ça que nous devons être tous ensemble. Et l'autre crise, c'est la crise de la guerre en Ukraine, et c'est la crise de la guerre que nous avons au Moyen-Orient. Et c'est là que nous avons compris que la souveraineté énergétique n'existe pas encore. C'est absurde. Nous sommes encore trop faibles et dépendants des autres pays à l'extérieur. Et la même chose est pour la souveraineté de l'industrie, de la technologie. Nous n'avons pas des plateformes qui sont vraiment européennes. Alors quand on discute de la protection des citoyens, on discute aussi de la liberté, de l'autonomie et de la souveraineté technologique et digitale. Et tous ces instruments que nous avons et utilisent des plateformes qui ne sont pas européennes. Le problème, c'est qu'on a d'un côté la Chine qui veut effectivement réguler à tout va. On a des règles sur tout. Et les États-Unis, qui, forts de tous leurs GAFAM américains, sont dans une dérégulation. On a des lois, l'acte sur les services numériques, l'acte sur les marchés numériques. En ce moment, on a l'acte sur l'intelligence artificielle. Sous pression américaine, en ce moment, nous sommes en train de ralentir, de freiner. Et je sais qu'ensemble, nous, on est d'accord là-dessus pour ne pas relâcher la pression. Mais je peux vous dire que notamment au Parlement européen et à la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est plutôt très docile avec les plateformes et a tendance à ne pas vouloir appliquer les règles. Donc la préférence européenne, c'est la même chose. On est tous d'accord. Mais quand il faut passer aux actes, c'est très compliqué. Monsieur posait la question comment faire. Alors déjà voter. Chacune et chacun d'entre nous, voter pour des gouvernements nationaux, pour des présidences qui soient pro-européennes et pro-construction européenne et non l'inverse. Voter pour des parlementaires européens qui défendent la construction européenne et non l'inverse. Et puis, avant ça, puisque les élections, c'est pas forcément cet après-midi ni demain matin, il y a des mobilisations citoyennes qui peuvent se faire. Vous savez, les propagateurs de haine, ils sont très puissants pour s'organiser en réseau, pour utiliser les réseaux sociaux, pour utiliser les nouveaux moyens de communication. À nous qui sommes du côté de l'humanisme, de nous mobiliser également et de nous mobiliser fortement avec ces outils-là. Vous pouvez par exemple soutenir l'initiative du Buy European Sustainable Act, l'achat européen responsable et durable, qui est porté par plusieurs ONG et qui a pour objectif de faire l'Union européenne adopter le principe que 15% de la commande publique européenne soit tournée vers les filières durables, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'alimentation ou tout autre secteur. Je voulais revenir sur le point de la compétition intra-européenne et les possibles délocalisations que ça cause. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose dans le sens où ça nous bouge peut-être un peu côté européen de l'Ouest en tout cas, de voir des pays de l'Est, en supposant qu'ils respectent les normes mises en place. On voit qu'il y a de l'activité côté de la Pologne, les Baltiques, même la Grèce qui ressurge. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose que ce soit ces pays-là du coup qui captent plus d'investissements ou des relocalisations d'entreprises? Moi, je ne suis pas anti-concurrence. L'Europe, d'ailleurs, a accepté, c'est débattu parfois, hein, il y a des opinions politiques différentes, mais à la fois un marché commun, des mécanismes de solidarité, c'était notamment les fonds régionaux qui restent très importants, et puis de la concurrence. C'est Jacques Delors qui disait la solidarité qui unit, enfin la concurrence qui stimule, la solidarité qui unit. Et je pense que cet équilibre-là, il faut le garder. Là où, et moi je me suis battu personnellement sur ce sujet du travail détaché, par exemple, on a de la concurrence excessive ou déloyale qui n'est pas dans l'intérêt des pays de l'Est notamment en question, c'est quand vous avez des entreprises, par exemple, dans ces pays ou dans les nôtres d'ailleurs, qui profitent du jeu du marché pour tirer vers le bas.
Le travail détaché, c'est quoi? Pour celles et ceux qui ont oublié ces grands débats, c'était le fameux plombier polonais dont on parlait parfois de manière d'ailleurs un peu douteuse, mais c'était l'idée qu'il y avait des entreprises, et ça c'est vrai, qui allaient chercher des artisans, par exemple, dans un pays où on paye moins cher, où il n'y a pas de protection sociale, parfois pas de salaire minimum, Hongrie, Pologne, Slovaquie, etc., qui faisaient venir en France ou en Allemagne ou ailleurs, qu'ils exploitaient souvent et qui payaient aux conditions du pays au mieux. Bon, et bien ça, c'est pas normal en Europe. Alors, ça abîme l'Europe ici, comme en Pologne. Le travail détaché, je pense, on a trouvé un compromis, je ne reviens pas sur le détail, c'est une vraie avancée, qui a été soutenue d'ailleurs par beaucoup de groupes ici représentés au Parlement européen, pour éviter que l'Europe soit vue comme une sorte de loi de la jungle. Moi, j'avais une petite question et une crainte. Avec la guerre, la crise Moyen-Orient-USA, nous avons vu un impact direct sur la flambée des prix du carburant à la pompe. Alors moi, j'ai une interrogation. Quelle réponse concrète aujourd'hui? La situation budgétaire de la France fait que les aides sont moins importantes et elles sont plus ciblées cette fois-ci pour la répondre à la guerre du Golfe et l'augmentation des prix à la pompe. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le gouvernement, et donc c'est beaucoup les États membres finalement qui prennent leurs décisions et qui doivent être validées par la Commission européenne. Et la Commission européenne a validé ce que le gouvernement français avait proposé, en l'occurrence des aides ciblées sur des secteurs les plus impactés. Donc, bien évidemment, c'est vrai que ça ne résout pas le problème de beaucoup d'autres personnes qui ont du mal avec ça. Pour obtenir l'adhésion des citoyens envers ce projet européen, la question du concret est importante. On a toujours tendance, quand on croit à l'Europe pour de bonnes raisons et des raisons sincères, comme moi, comme celles et ceux qui sont ici, à dire, à chercher l'exemple concret. Alors on parlait de Paris parce qu'on est à Paris, mais il y en a partout en France. Mais il faut parfois aussi assumer que l'Europe, on ne le fait pas que pour la caisse enregistreuse, si je puis dire, qui redistribue. Plus de 60% des Britanniques, ça n'a jamais été aussi élevé, disent qu'ils voteraient pour revenir dans l'Union européenne. Bon. Et donc je sais que c'est parfois difficile quand vous dites le prix de l'essence, que fait l'Europe? Bon, le détour, il est compliqué, si on est honnête. Et l'Europe, elle est d'ailleurs pas là que pour le prix de l'essence. Bon, les Ukrainiens, ils ne nous demandent pas que l'Europe, l'adhésion à l'Union européenne, mette fin à la guerre. Ils me demandent qu'on ait du soutien maintenant et qu'ils aient ce projet politique parce qu'ils pensent que ça va les protéger et donner un espoir à leur jeunesse. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce débat. À très bientôt sur France 24 et Radio France Internationale.